Dans le secteur de la construction en France, les femmes gagnent en moyenne 2% de plus que les hommes. Ouais, c'est le vrai chiffre. Étonnant, non? Ça paraît complètement contre-intuitif, surtout quand le grand titre qui tourne absolument partout dans les médias en ce moment, c'est que les femmes gagnent 21,8% de moins que les hommes. C'est clair que ça fait un sacré contraste. Absolument. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravie de lancer cette analyse aujourd'hui. On va prendre ce fameux chiffre de 21,8% issu du tout dernier rapport de l'INSEE et on va le démonter pièce par pièce. C'est une excellente initiative. Parce que ce pourcentage, c'est vraiment comme la surface de l'océan. Ça brille, ça attire l'œil, mais ça ne dit absolument rien des courants redoutables qui s'agitent en dessous. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, pour tous ceux qui cherchent à s'informer correctement, c'est de dépasser les simples titres accrocheurs. Il est vital de comprendre la mécanique complexe de ce pourcentage. Et ces courants sont fascinants quand on prend le temps de regarder comment la machine fonctionne en fait. S'arrêter à 21,8%, c'est passer à côté de l'immense mécanique qui fabrique cette moyenne. Ce que l'INSEE a fait dans ce focus numéro 377, c'est compiler des données sur le secteur privé en remontant jusqu'à 1995, tout ça pour comprendre non pas seulement l'état des lieux, mais la physique même de nos fiches de paie, n'est-ce pas Sam? Totalement. L'âge, le secteur, la maternité, le temps partiel, vraiment tout s'emboîte. Et je précise qu'on va aborder tout ça de manière très impartiale. On ne va pas émettre de jugement de valeur ou prendre parti. On va juste étudier les faits, les chiffres et les définitions strictes fournies par l'INSEE. Bon, décortiquons ça. Plongeons directement dans le moteur. Le constat de départ, en euros trébuchants, le revenu salarial net moyen, c'est 22 060 euros pour les femmes. Contre 28 220 euros pour les hommes. Voilà. C'est de là que vient notre écart de 21,8%. Mais j'aime bien utiliser une analogie ici. C'est comme une course de fond. Une course de fond. Comment ça? Si un coureur finit avec moins de kilomètres au compteur à la fin de l'année, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est parce qu'il court moins vite, donc le taux horaire, ou parce qu'il fait des pauses et court à mi-temps, ce qui correspondrait au volume de travail? Ah, je vois, c'est la toute première distinction à faire en effet. Et la donnée de l'INSEE est sans appel sur ce point. Le volume de travail annuel des femmes est inférieur de 9,1% à celui des hommes. 9,1%, c'est énorme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elles sont moins souvent en emploi continu sur toute l'année, et surtout, elles occupent beaucoup plus fréquemment des postes à temps partiel. D'accord. Mais ce temps partiel, il est choisi ou imposé? Ce qui est fascinant ici, c'est que la frontière entre le temps partiel choisi et le temps partiel subi est extrêmement poreuse. L'INSEE précise d'ailleurs que ce temps partiel peut être, je cite, subi comme relevé d'un choix. Mais souvent, ce choix s'inscrit dans des contraintes familiales très fortes. Ce qui veut dire que pour comparer ce qui est comparable sur le taux horaire, il faut artificiellement mettre tout le monde sur la même ligne de départ. Exactement. Et c'est là qu'intervient la fameuse notion d'équivalent temps plein, l'EQTP. On prend toute la base de données et on fait comme si chaque salarié travaillait à 100% toute l'année. Et j'imagine que quand on applique ce filtre mathématique, le chiffre change. Il s'effondre, oui. Il passe de 21,8% à 14%. 14%. Donc ça, c'est la véritable différence de rémunération à temps de travail strictement identique. C'est ça. Le taux horaire pur, neutralisé du volume d'heures. C'est un chiffre qui reste important. Mais si on regarde dans le rétroviseur, la dynamique est plutôt à la baisse, non? Très nettement. Si on remonte en 1995, ce même écart en EQTP était de 22,1%. Donc, en l'espace de presque 30 ans, les inégalités globales de revenus salarial à temps plein se sont réduites d'un bon tiers. Ah oui, un tiers, c'est une sacrée évolution. Et on l'explique comment? C'est le résultat direct de la progression continue des femmes dans les catégories de cadres et de la baisse tendancielle de certains temps partiels très précaires. D'accord, donc on a cet écart à temps plein de 14%. Instinctivement, l'image qui vient en tête, c'est un homme et une femme assis à des bureaux identiques, tapant sur le même clavier, mais la femme reçoit 14% de moins à la fin du mois. Ouais, c'est l'image d'Épinal de la discrimination. Sauf que les données montrent une réalité bien différente en fait. Ils ne sont tout simplement pas assis au même bureau. Pas au même bureau, pas dans les mêmes bâtiments et souvent pas dans les mêmes secteurs. C'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, l'INSEE a fait un exercice super intéressant. Ils ont isolé les 20 professions les plus courantes pour les hommes et les 20 les plus courantes pour les femmes. Ouais, c'est une approche très parlante. À ton avis, combien de métiers se retrouvent dans les deux listes?
Alors, j'ai lu le rapport, donc je connais la chute, mais c'est vraiment saisissant. Seulement 5. 5 métiers en commun sur le top 20? C'est presque comme s'ils évoluaient dans des univers parallèles. Au lieu d'avoir un grand marché de l'emploi mixte, on a 2 escalators distincts. L'un mène vers des secteurs qui payent moins et l'autre vers des secteurs où les primes et les salaires sont plus élevés. Et les contrastes sont vertigineux. Par exemple, dans le secrétariat ou chez les aides-soignantes, on est sur des proportions de 90 à 95% de femmes. Ce sont des métiers essentiels basés sur le soin ou l'organisation. Oui, mais structurellement moins valorisés financièrement. De l'autre côté du spectre, les conducteurs routiers et les maçons qualifiés frôlent les 97 à 100% d'hommes. C'est dingue. La rareté de la main-d'œuvre féminine dans ces métiers dits techniques ou physiques est une constante. Et c'est d'ailleurs ce qui explique mon anecdote du tout début sur le secteur de la construction. Si les femmes y gagnent 2% de plus en moyenne, c'est précisément à cause de cette ségrégation, n'est-ce pas? Absolument. Elles ne sont quasiment pas sur les échafaudages à couler du béton. Les rares femmes de ce secteur sont massivement dans les bureaux d'études, l'ingénierie ou les postes de direction. La moyenne des salaires féminins dans le bâtiment est donc tirée vers le haut par ces postes de cadre, alors que la moyenne masculine, elle, est diluée par la masse énorme des ouvriers. C'est un cas d'école des effets de composition. La moyenne brute ment toujours un peu si on ne regarde pas qui la compose. Attends, arrête-toi là-dessus. Parce que le rapport donne un autre chiffre qui va forcément faire réagir. Il dit qu'à emploi comparable, c'est-à-dire une femme et un homme qui font le même métier, exactement dans la même entreprise, l'écart de salaire net en équivalent temps plein tombe drastiquement. Oui, il n'est plus que de 3,6%. 3,6%. Mais du coup, est-ce que ça ne prouve pas, fondamentalement, que la discrimination directe de la part de l'employeur sur la fiche de paie est un mythe? Cela soulève une question importante. C'est d'ailleurs l'argument qui ressort à chaque fois que ce chiffre de 3,6% est publié, mais il faut comprendre les limites physiques de cette statistique. Quelle limite? D'abord, pour calculer cet écart, il faut que l'algorithme trouve au moins un homme et une femme au même poste dans le même établissement. Et dans notre économie hyper ségrégée dont on vient de parler, c'est rare. Ah, je vois. Donc on ne regarde qu'une petite partie des entreprises. Exactement. Ce chiffre ne représente que 25% des établissements du privé. On occulte les 75% restants. Et même dans ces 25%, l'INSEE précise qu'il y a des variables non observées, non? Tout à fait. La base de données voit un titre comme chef de projet dans la boîte X, mais elle ne voit pas que l'homme a peut-être 8 ans d'ancienneté dans cette entreprise alors que la femme vient d'arriver. Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. Elle ne voit ni l'ancienneté précise, ni les négociations de prime à l'embauche, ni le diplôme exact. L'écart inexpliqué pourrait être justifié par l'expérience, tout comme il pourrait en fait être plus grand si les femmes à ce poste étaient, en moyenne, plus diplômées que leurs collègues masculins. Donc se focaliser uniquement sur le fait qu'à un instant T, au même bureau, l'écart n'est que de 3,6%, c'est un peu rater le cœur du problème. C'est ça. La vraie mécanique des inégalités, ce n'est pas le traitement une fois assis au bureau. C'est l'accès à ce bureau. C'est la capacité à monter dans l'entreprise au fil du temps. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si le problème c'est l'accès aux postes mieux rémunérés, il faut regarder comment les femmes évoluent dans l'échelle sociale avec le temps. L'âge agit vraiment comme un révélateur, non? Complètement. Chez les jeunes salariés de moins de 25 ans, l'écart de salaire à temps plein est presque anecdotique. Il est de 3,2%. C'est très faible. Oui, mais regarde ce qui se passe quand on arrive chez les 60 ans ou plus. L'écart explose pour atteindre 24,1%. 24,1%, c'est quasiment une multiplication par 7. C'est massif, oui. Et le rapport pointe un paradoxe assez cruel sur la ligne de départ. Il note que les jeunes femmes s'insèrent un peu plus tardivement sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'elles font des études plus longues. Elles sont statistiquement plus diplômées que les jeunes hommes. Donc, elles entrent sur le marché avec un meilleur capital éducatif, elles font presque jeu égal au début, à 3% près, et pourtant, 3 ou 4 décennies plus tard, le gouffre est de 24%. C'est là qu'on observe en temps réel l'effet des plafonds de verre. La carrière d'un homme et celle d'une femme ne capitalisent pas de la même manière. C'est comme les intérêts composés à la banque, mais appliqués aux promotions. Une promotion manquée à 30 ans, c'est une base de salaire plus faible pour calculer l'augmentation à 35 ans, et ainsi de suite. L'écart se creuse mécaniquement. Exactement. Et pour visualiser ce mécanisme d'évaporation des femmes au fil des promotions, l'INSEE a zoomé sur le sommet absolu de la montagne. Le fameux 1% des salariés les mieux payés. Voilà. Pour situer, on parle de revenus au-delà de 10 261 € net par mois. Et qu'est-ce qu'on y trouve?
À la base, dans le secteur privé global, les femmes occupent 42% du total des emplois à temps plein. Mais quand l'oxygène se raréfie dans ce top 1%, elles ne sont plus que 24%. Donc plus on grimpe vers les sommets, moins il y a de femmes. La chute est mathématiquement fascinante si on regarde la distribution de bas en haut. L'INSEE a découpé les salaires en centiles, de 0 à 100. Tout en bas, dans les salaires les plus modestes, les femmes sont majoritaires, autour de 54%. D'accord. Au milieu parfait, la médiane, elles sont environ 41%. Mais ensuite, la courbe plonge. Au 95e centile, elles ne sont plus que 31%. Et tout en haut? Dans l'extrême sommet, le 99,9e centile, c'est moins de 19%. Et j'imagine que l'impact de ce petit verrou de très haut revenu sur la moyenne globale est titanique. C'est le principe du milliardaire qui rentre dans un bar et qui rend tout le monde millionnaire en moyenne, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Ces très hauts salaires, presque exclusivement masculins, tirent la moyenne des hommes vers le haut avec une force inouïe. Le rapport fait d'ailleurs une simulation passionnante sur ce point. Laquelle? Si on retire purement et simplement ce fameux 1% des salariés les mieux payés de l'équation, l'écart global de salaire en équivalent temps plein s'effondre. Il passe de 13% à 9,3% sur le champ étudié. Waouh! Donc une poignée d'individus au sommet crée à elle seule près du quart de l'inégalité globale perçue dans la moyenne. C'est fou. C'est la puissance des extrêmes sur les moyennes. Et ça nous ramène à la question centrale de la tranche d'âge. On a vu que l'écart décolle véritablement entre 25 et 60 ans, là où les promotions se font ou se ratent. Or, que se passe-t-il massivement dans la vie des salariés pendant cette période? Arrivée des enfants. Voilà. Et l'INSEE ne passe pas à côté. Ils ont analysé ce qu'on appelle la pénalité de la maternité. Et là, les chiffres cessent d'être des simples statistiques pour devenir une description clinique du fonctionnement de notre société. Si l'on relie ça à la situation globale, c'est vraiment le point de bascule. Si on regarde uniquement les femmes et les hommes qui n'ont pas d'enfants, l'écart de salaire en EQTP n'est que de 5,8%. 5,8%. C'est un chiffre très bas qui reflète surtout la ségrégation des secteurs dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Mais dès que la parentalité entre en jeu, l'écart grimpe en flash. Entre les mères et les pères de 3 enfants ou plus, l'écart de taux horaire bondit à 28,2%. Au vu de ces chiffres, l'écart de salaire entre les sexes ne devrait-il pas plutôt s'appeler l'écart de salaire de la parentalité? C'est une vraie réflexion. D'autant que ce chiffre de 28%, c'est uniquement le taux horaire. Ah oui, si on y ajoute le fameux volume de travail dont on parlait au tout début, le temps partiel, les gens non travaillés, ça doit être massif. Le cocktail devient explosif, oui. La mécanique de la parentalité n'agit pas du tout de la même manière sur les deux sexes. Chez les pères, l'arrivée d'un enfant ne modifie quasiment pas le volume de travail. Chez les mères, par contre, il chute drastiquement. Tu as un exemple chiffré dans le rapport? Oui. Si on observe les parents dont le plus jeune enfant a 3 ans ou moins, l'écart de volume de travail entre la mère et le père est de 23,1%. Les mères ont des carrières durablement ralenties. C'est là qu'on touche aux frictions structurelles, en fait. La crèche qui ferme à 18 h, l'enfant malade qu'il faut aller chercher en plein milieu d'après-midi, les réunions fixées tard le soir par une culture d'entreprise qui valorise le présentéisme. Tout ça se traduit par un ralentissement de carrière. Elles réduisent leur temps, elles ratent le cycle des promotions, ce qui explique pourquoi l'écart salarial ne fait que s'aggraver jusqu'à la soixantaine. La combinaison des deux effets est implacable. Baisse du volume de travail d'un côté et stagnation du taux horaire de l'autre. Au total, si on regarde le revenu salarial global, les mères gagnent 29,9% de moins que les pères. Et pour les parents de 3 enfants ou plus, on atteint un vertigineux 40,9% de différence de revenus. 40%. C'est vertigineux. Donc la parentalité cible presque exclusivement les mères sur le plan financier. La parentalité agit comme un révélateur, et surtout un accélérateur des inégalités systémiques. Elle touche de plein fouet le temps de travail et la progression hiérarchique des femmes. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on peut synthétiser ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Le gros titre de 21,8% d'écart, ce n'est pas une simple injustice arbitraire appliquée le jour de la paix. C'est l'addition de plusieurs facteurs. C'est une équation à 3 variables, oui. Temps de travail réduit, très souvent lié à la maternité. Ensuite, un choix contraint ou non vers des métiers moins rémunérateurs, c'est la ségrégation professionnelle. Et enfin, une difficulté évidente à atteindre le sommet de la montagne hiérarchique. Je pense qu'il est important de rappeler à quiconque nous écoute que la véritable pensée critique face à l'abondance d'informations consiste à ne jamais s'arrêter au premier chiffre d'un communiqué de presse.
comprendre ces 3 variables permet d'avoir une lecture beaucoup plus subtile du monde du travail et des politiques publiques. C'est tout l'intérêt de faire cet exercice de décryptage. Et avant de conclure, je voudrais laisser nos esprits curieux sur une réflexion inédite tirée des prémices du rapport. Je t'écoute. On a souligné que, chez les moins de 25 ans, les femmes s'insèrent un peu plus tard sur le marché, parce qu'elles sont, en moyenne, plus diplômées que les hommes. Oui, on a vu ça. La question est de savoir si cette nouvelle génération hyper diplômée parviendra, en vieillissant, à briser mécaniquement ce fameux écart des 24,1% observé chez les plus de 60 ans. Ou bien, est-ce que les murs structurels comme la pénalité de la maternité finiront inévitablement par les rattraper? C'est la grande question pour les décennies à venir. Absolument. À méditer, merci de nous avoir suivis dans cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les données.